Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 1er septembre, 15e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences. Tout d'abord, une rencontre avec Philippe de la Briole à propos de la 9e rencontre organisée par l'association Pax Liturgica, qui aura lieu à Rome le 25 octobre prochain. Ensuite, nous accueillerons Lucille de Bellabre, qui a participé aux 2 universités d'été de l'association Academia Christiana. Et enfin, interrogé par Pierre Bergerot, je présenterai le cahier bleu numéro 161, édité par le Centre d'études des entreprises, sous le titre « Bien commun, diversité et écologie ». Bonjour Philippe de la Briole. Bonjour, donc vous êtes un des organisateurs de la 9e rencontre Pax Liturgica qui aura lieu à Rome le vendredi 25 octobre prochain. Alors quelle est l'intuition d'origine de ces rencontres? Alors l'intuition d'origine de Pax Liturgica, Summorum Pontificorum, c'est d'évaluer d'une façon internationale les bienfaits du motu proprio que l'on doit donc à Benoît XVI, 7 juillet 2007, et qui a libéré, somme toute, la messe traditionnelle. Voilà, avec un succès évidemment considérable. L'objectif de ces rencontres romaines, donc organisées par Christian Marquand, pour commencer, donc président de paix liturgique, et avec son chapelain, l'abbé Claude Barthes, ainsi qu'un certain professeur Rubén Pereto Rivas, directeur du Centre international d'études liturgiques. Voilà, qui est un Argentin. Voilà. Eh bien, l'idée, c'est de faire se rencontrer des experts, on va dire, des experts, de ce type d'évaluation du bien qui a été consécutif à cette libéralisation à la fois généreuse et en même temps nécessaire, car finalement la lutte contre la messe traditionnelle est en soi une aberration pour un catholique. Mais les plus âgés d'entre nous savent que par son nouvel ordo, Paul VI espérait un renouveau, un rassemblement, un retour à la maison mère, etc. Tout ça est un ratage total, dont le pape Paul VI avait, d'une certaine manière, pressenti vers les années 72-73 les dégâts que, je dois dire, il n'a pas réparés. Donc, concrètement, cette assemblée, la 9e du nom, a pour but de faire le point. Voilà, toutes les communautés chrétiennes internationalement dispersées ont fait leur profit du motu proprio de Benoît XVI et viennent finalement, à l'occasion de ces rencontres, en manifester les fruits. Alors, quel est le programme de cette année? Le voilà. Les intervenants, donc, ce professeur argentin, donc Rubén Pereto Rivas, directeur du Centre international d'études liturgiques, l'abbé Barthes, aumônier du Cetus Internationalis, Summorum Pontificorum, sœur Trinidad Cabrero, sanctuaire de Notre-Dame de Rafel, Espagne, Jean-Pierre Mogendre, président de Renaissance catholique, le cardinal Muller. Alors voilà, qu'est-ce que signifie la présence du cardinal Muller? Pouvez-vous nous rappeler qui c'est? Le cardinal Muller est l'ancien préfet de la doctrine de la foi, du dicaster pour la doctrine de la foi. Et il a été déposé, pour ainsi dire, du jour au lendemain, par le pape François, qui avait bien perçu qu'il y avait de nombreuses divergences dans leurs convictions respectives.
Le cardinal Müller, qui d'ailleurs n'a pas caché l'amertume de cette déposition assez brutale. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que son mandat n'a pas été renouvelé. Alors, il arrivait au bout de son mandat et traditionnellement c'est renouvelé, et là il n'a pas été renouvelé. Voilà. Donc, mais il s'attendait à être renouvelé puisque d'abord c'était l'usage et ensuite le non-renouvellement lui-même, de manière générale, on le fait savoir. Voilà. Voilà, à l'échéance de votre contrat, il ne sera pas renouvelé. Là, donc il y a eu un effet de surprise, qui peut-être évidemment peut s'adosser à la légitimité du remplacement par le Saint-Père du haut clergé dans l'Église, fut-il cardinal. Donc, mais ça a été pour lui une certaine blessure, on va dire. Et il est évident que le cardinal Müller a commencé à voir les choses un peu d'un œil différent. Lui-même, en tant qu'Allemand, était extrêmement normatif. Il fallait... il a participé aux discussions avec la fraternité Saint-Pédis. Il incarnait la loi, on va dire. Bon. Et il a fait du chemin. C'est-à-dire que la loi ne suffit plus à justifier, Jean-Pierre. Nous l'avons accueilli sur ce plateau. Voilà, un homme avec beaucoup de prestance. D'abord, c'est un colosse. Un colosse, vraiment très impressionnant. Et nous l'avions accueilli ici. Là? Oui. Voilà, donc il sera là. Et sa présence, évidemment, valide à sa façon une rencontre qui, évidemment, avait sa justification propre, mais enfin qui, attirant finalement un personnage de cette prestance, en est validé, requinqué, stimulé. Surtout qu'historiquement, le cardinal Müller n'était pas connu pour son intérêt pour la messe romaine traditionnelle. Le fait qu'il participe à cet événement, comme il avait participé à la messe du lundi de Pentecôte à Chartres il y a quelques mois, sont quand même des événements importants pour la vie de l'Église. Bien entendu, bien entendu. Mais il faut évidemment concevoir que chacun peut connaître... parler d'un chemin de Damas, ça serait trop dire, mais en tout cas que finalement l'équilibre de chacun peut connaître des évolutions et des choix s'estomper, d'autres apparaître, des alliances se périmer et d'autres émerger. Et voilà, le cardinal Müller, je pense, a voulu montrer à l'esprit de ces rencontres de gratitude pour Benoît XVI, une gratitude rémanente, qui dure, qui persiste. Je pense que le cardinal Müller fait beaucoup d'honneur à ce congrès. Voilà. Et c'était donc utile de le rappeler. Alors, ensuite, il y a John Rowe, qui est un vieux militant américain extrêmement compétent et d'un puits de science. Et puis Madame Yang Ping Zhang, qui n'est pas de Hanoï, mais de Londres. Voilà. Home, sweet home. Et Christian Marquand. In fine. Et le lendemain, donc, autre événement, la journée du colloque, et le lendemain... la procession. Pèlerinage à Saint-Pierre. Voilà. Prière, non seulement roborative, mais aussi d'action de grâce pour le bon déroulement pressenti du colloque, les rencontres fructueuses, les débats qui font émerger des pistes, qui aident chacun à se repérer. Voilà, donc cette procession aura lieu jusqu'à Saint-Pierre de Rome. Aura-t-elle l'autorisation d'y entrer? Eh bien, elle va prier pour ça. Alors, comment s'inscrire à cet événement? Eh bien, il faut prendre contact avec Paix Liturgique. Eh bien, nous s'inscrirons ça. Je vous remercie et bon pèlerinage. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour Lucille de Bélabre. Bonjour Monsieur Legendre. Merci de nous rejoindre. Pour la 4e année consécutive, vous avez été parmi les bénévoles qui organisent l'université d'été, les universités d'été d'Academia Christiana. Alors commençons par le début. Quelles sont les origines d'une part et le but d'autre part de cette association ? Alors Academia Christiana, ça a été fondé par un groupe d'amis qui a trouvé qu'il y avait un besoin de fédérer la jeunesse qui se retrouvait déracinée. Ce besoin s'est exprimé dans les années 2012-2013. Pour plusieurs raisons, la jeunesse s'est retrouvée dans les rues pour protester contre des valeurs qui étaient bafouées, notamment l'identité, la famille. Et donc c'est ce groupe d'amis enraciné en Normandie qui s'est proposé pour créer donc une journée de formation, des journées de formation, et c'en est devenu une semaine, l'université d'été, où à travers plusieurs piliers, la jeunesse pouvait venir se former, recevoir des enseignements, retrouver une communauté, être entouré de bonnes personnes et recevoir des bonnes valeurs. Alors, il a été question il y a quelques mois, sous la bouche du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, de dissoudre votre association. Où en est-on de cette initiative ? Oui, tout à fait. Heureusement, cette menace a été suspendue grâce à la prière de tous nos amis, de tous les participants. Notamment, on a consacré Academia Christiana à la Vierge Marie, on a reçu beaucoup de dons, ça a pu financer nos avocats, et on a réussi à prouver que pénalement, le dossier était vide et qu'il n'y a pas mention à faire cela. Et depuis, voilà, nous poursuivons tous nos événements. Nous avons donc fait 2 universités cette année, une en Provence et une en Anjou. Alors, quel était le programme ? Combien y avait-il de participants ? Eh bien, qui était là ? Nous étions à notre maximum d'effectifs. Cette année, nous avons en Anjou, nous avions 300 participants sur la semaine et plus de 600 sur le week-end. Et en Provence, nous avions 130 participants pour la 2e année consécutive. Voilà, il y a énormément de bénévoles qui se mobilisent pour organiser cela. On les remercie chaleureusement. Que ce soit à la logistique, à la cuisine pour servir 500 repas, avec de la cuisine réalisée à la main, localement. Tous les conférenciers venus présenter, donner leur temps, tous les prêtres, parce qu'il y a beaucoup d'entretiens disponibles. Ils se mettent à la disposition des bénévoles qui ne sont pas forcément chrétiens. Donc voilà, c'est toute une grosse mobilisation et on est très fiers d'avoir réussi à faire ça. On espère. Alors, quel a été le programme ? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Eh bien, une journée type, elle se passe à travers différents pôles. On essaye de faire une formation intégrale qui se passe par la tête, à travers l'intellectuel, des conférences, par les mains, à travers du savoir-faire manuel. Cette année, nous avions des activités sur le travail du bois, de la forge, la pierre. On a érigé un calvaire. Le corps, à travers des séances de sport obligatoires, la boxe, des sports différents de balles. L'esprit, à travers la charité, la serviabilité. Tous les participants sont amenés à rendre service, à penser à l'autre. Et enfin, avec l'âme, par la messe quotidienne, le chapelet, les conférences par les prêtres. Et voilà. Alors, peut-être pour nous donner une idée, quels conférenciers sont intervenus ? Y avait-il un sujet pour chacune de ces 2 universités d'été ou est-ce que c'était un peu décousu ? Eh bien, dans celle du Sud, c'était la chrétienté. Pourquoi la chrétienté est l'avenir ? Et dans celle de l'Anjou, c'était sur les vertus. Donc les vertus morales et les vertus cardinales. À travers, notamment à travers l'engagement, Saint Pie XI disait que l'engagement politique, que ce soit à travers les valeurs du travail, de la famille, des élections ou du militantisme, c'était la plus haute distinction de la charité. La charité qui elle-même est la plus haute valeur cardinale, la plus haute vertu cardinale. Théologale. Théologale, carrément. Aux yeux du bon Dieu, voilà, pour accéder au ciel. Alors, donc ça, c'était les activités de cet été. Quel est votre public ? Qui y a-t-il à ces universités d'été ? C'est une très bonne question. Academia Christiana, on regroupe 3 types de jeunesse. On pourrait dire qu'on a les filles, les belles filles qui ont la foi, qui ont le feu de la foi, et les jeunes hommes qui ont tatoué et qui ont la fougue du militantisme, et qui se retrouvent. Et en plus de ça, il y a tout un pan de notre public qui est en fait une jeunesse déracinée, qui n'a pas eu la chance d'avoir grandi dans une famille chrétienne, dans une famille enracinée, communauté. Et donc ils viennent à ces universités, et voilà, on se retrouve avec ces 3 jeunesses. Et on essaie d'élever les esprits de tout le monde à travers des bonnes conférences, un esprit de communauté, la serviabilité, au service du bien commun. On essaie de transmettre des bonnes valeurs.
Alors, vos 3 catégories, j'en ai trouvé que 2. J'ai trouvé la foi des filles, le militantisme des hommes, et le 3e, c'est quoi? Je disais la jeunesse qui est déracinée, qui n'a pas eu la chance de grandir. Voilà. Elle est asexuée, c'est aussi bien des hommes. C'est un peu catégorique, mais... Et c'est d'ailleurs une grande... Là, c'était 70% de nos participants étaient des jeunes qui n'étaient jamais venus auparavant et voilà, qui ne venaient pas de familles chrétiennes. Une jeunesse sans repère, c'est ce que vous me disiez. Alors, est-ce que vous avez des activités de prévues en dehors de ces 2 universités d'été? Y avait-il d'autres choses cet été et qu'y aura-t-il cet automne? Alors cet été, ce sont nos 2 événements principaux qui mobilisent énormément de préparation. Mais bien sûr, pour toute l'année, nous avons divers événements qui ne font que grandir. Nous allons participer notamment au colloque de Renaissance catholique, au pèlerinage Faith et Braise fin septembre. Nous avons déjà un week-end de cohésion organisé en Mayenne. Nous avons un colloque annuel qui se déroule généralement à Paris. Et puis voilà, vous en avez le thème, le sujet déjà? Non, pas encore, ça va être bientôt dévoilé. Et nous avons vocation à dynamiser, à encourager les initiatives locales à travers les coins de France à l'avenir. Faire part de nos compétences, de nos équipes, et puis encourager les jeunes à s'engager, à promouvoir des fêtes locales, des événements, des conférences, des initiatives militantes, des manifestations pour des causes sur lesquelles il faut porter de la voix. Ça, c'est un peu nos directives futures. Et les gens viennent comment ? Puisque vous dites il y en a un nombre important qui ne sont pas très habitués à ce que l'on fait, à ce que l'on dit. Comment sont venus ces gens-là? Maintenant, grâce à nos 10 ans d'expérience, je pense qu'on a un petit réseau. Le bouche à oreille se fait de plus en plus. On espère en tout cas que c'est en expansion. On a une bonne communication. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est assez présents. On diffuse toutes nos conférences sur YouTube. Sur Instagram, on a des réels un peu qui montrent l'ambiance, la bonne convivialité, la bonne camaraderie qu'on retrouve sur nos universités. Et je pense que ça attire beaucoup la jeunesse. Comment vous suivre? Alors, vous avez une adresse à nous donner ou un compte? Vous avez donc notre site internet qui est très actuel, très fourni, academiachristiana.org. Nos réseaux sociaux, Academia Christiana sur Instagram, Telegram. On a des groupes... voilà. Souhaitez-vous rajouter quelque chose que je ne vous aurais pas donné l'occasion d'exprimer? Moi, j'encourage vraiment la jeunesse à s'engager, à venir à Academia Christiana, rencontrer, être entouré de bonnes personnes, recevoir des bons enseignements, et puis à son tour, humblement se donner aux autres et essayer de revigorifier tout un pan de la France qui a besoin d'espoir. Merci beaucoup. Merci, et bon courage. Merci mademoiselle. Merci. Au revoir. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette 3e et dernière partie de Terre de Mission où Jean-Pierre Maugendre a pris la place de l'invité. Bonjour Jean-Pierre. Tout à fait. Bonjour Pierre. Jean-Pierre Maugendre, vous êtes à la place de l'invité pour nous faire la présentation de ce petit livret bien commun, Diversité et écologie, le numéro 161 dont vous êtes l'un des contributeurs et c'est édité par le CE, Centre d'études et des entreprises. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cet organisme? Quelle est sa vocation? Alors, cet organisme existe depuis un certain nombre d'années, depuis plus de 60 ans maintenant, puisqu'il a été créé en 1961. Sa vocation, c'est d'accompagner les dirigeants, les chefs d'entreprise, le personnel d'encadrement, de manière à mettre en place dans leurs entreprises ou dans leurs équipes les bonnes règles. Une bonne règle, c'est quoi? Une bonne règle, c'est une règle qui incite chacun à bien faire. C'est-à-dire, en fait, il s'agit de trouver... Donc, à remettre à plat les règles du management. Alors, ça passe par ça, c'est-à-dire ça passe par trouver les points de convergence entre l'intérêt de la personne et l'intérêt de l'entreprise. Quand elle a un choix à faire, l'objectif, c'est que le choix qu'elle va faire, c'est bon pour l'entreprise. C'est donc bon pour le client, mais c'est aussi bon pour elle. Parce que les rédacteurs de ce petit cahier bleu constatent un divorce entre... Aujourd'hui, le salarié et l'entreprise. Eh bien, sa mission à cette entreprise. Souvent, malheureusement, ce que l'on observe, c'est deux types de dérives. D'abord, parfois, des règles qui sont des règles, je dirais, qui tombent de la lune, qui sont des règles inapplicables. Je crois qu'une des caractéristiques du Centre d'études des entreprises, c'est de bâtir des règles à partir de l'observation de la réalité. Voilà, notre fondateur Jean de Saint-Chamas, quand il arrivait dans une entreprise,
d'entreprise, les premières questions qu'ils posaient, c'est qu'est-ce qui va bien? Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas bien? Pourquoi? Partir de l'observation de la réalité et non pas d'idéologie plus ou moins fumeuse. C'était le papa de Bruno de Saint-Chamas. C'est le papa de Bruno de Saint-Chamas, exactement. De recevoir à Politique et Économie. Pourquoi éditer ces cahiers bleus? Alors, dans Centre d'études des entreprises, il y a le mot étude. Donc il serait paradoxal qu'il n'y eût point d'études, et donc régulièrement depuis notre fondation, sur un sujet qui est un sujet dans l'air du temps, qui est un sujet qui préoccupe les chefs d'entreprise, eh bien nous essayons d'apporter un éclairage à la lumière de cette méthode dont je viens de parler. Observer la réalité. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? L'analyser et à partir de ces cas particuliers, tirer des enseignements généraux. Voilà. Donc aujourd'hui, cette question de la diversité, de l'écologie, du bien commun nous paraît une question importante. Le numéro précédent traitait de la question de l'autorité, du pouvoir à la légitimité. C'est aussi un sujet important dans les entreprises. Qui sont les personnes qui rédigent, qui animent cette rédaction des cahiers bleus? D'où viennent-ils? Alors, ce sont tous des consultants, d'anciens consultants ou des amis du Centre d'études des entreprises, puisqu'en fait l'objectif, c'est de faire une mise en commun d'expériences et puis d'analyse de ce que nous avons observé. Voilà, donc les contributeurs, donc Philippe Darentière, qui a un autre organisme de conseil, Nicolas Janson, qui est un ancien consultant du Centre d'études des entreprises, Pierre Lozeral, qui est consultant, Benoît Lecomte, votre serviteur, Thierry Revaux, qui est un ami et qui a surtout traité les questions juridiques par rapport à la responsabilité sociale de l'entreprise, autre consultant Sarkis Rouban et Marie-Caroline Schur, qui intervient dans un domaine bien particulier, puisqu'elle est handicapée, lourdement handicapée moteur, et cette question de la diversité, bien sûr, renvoie à la question du handicap, et elle a porté le témoignage qui est le sien, de travailler en entreprise sur la question du handicap. Alors, quel est l'intérêt de ce sujet aujourd'hui, donc, bien commun, diversité et écologie? Alors, diversité et écologie qui sont des contraintes que l'on impose aux entreprises. Qui sont des contraintes, voilà. Pendant longtemps, il y a eu deux étapes. Pendant longtemps, Milton Friedman, c'est ce qu'il dit à propos de l'entreprise. Il dit, le but de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent. Faire du profit. De faire du profit en prenant en compte les contraintes légales. Bon, après, on a un petit peu avancé dans la réflexion. On a dit, non, ne confondons pas le but de l'entreprise et le but de l'actionnaire. Le but de l'entreprise, c'est d'apporter un service à ses clients. Et ce service étant apporté, l'actionnaire, il peut gagner de l'argent. Et aujourd'hui, ce que l'on est en train d'observer, en particulier sur le vocable de la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est qu'on dit à l'entreprise, non, votre responsabilité est bien plus large que ça. Et en particulier dans deux domaines. Dans un premier domaine, c'est la lutte contre les discriminations. Voilà, la lutte contre les discriminations, c'est ce qu'on a évoqué sous le terme de la diversité. Et puis également, la sauvegarde de la planète dans le cas de l'écologie. Voilà. Donc on voit bien, sur les décennies qui viennent de passer, la responsabilité de l'entreprise a évolué. En voyant ce qui fait aussi l'actualité de ce cahier, c'est qu'aujourd'hui, les contraintes en termes de RSE s'appliquent surtout aux grandes entreprises. C'est-à-dire il faut justifier d'un certain nombre de salariés, justifier d'un chiffre d'affaires, et à ce moment-là, on a des comptes rendus de RSE, comment on appelait, etc. Bon, mais la logique du système, c'est que ça va s'appliquer à tout le monde, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, une entreprise de 50 personnes, elle n'a pas de contraintes particulières. Il est à craindre que demain, elle en ait. Alors Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce numéro, Bien commun, diversité et écologie, nous parler de son sommaire? Alors, les sujets que nous avons traités. Premier sujet, travail et bien commun, c'est une réflexion sur le rapport au travail. Tous les chefs d'entreprise constatent que le rapport au travail des plus jeunes n'est plus ce qu'était celui de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ne serait-ce que pour une question de temps. En 1936, c'est la semaine des congés payés, jusqu'à avant cette date, il n'y avait pas de congés. Donc le travail, c'était toute votre vie. Et puis c'était aussi votre moyen d'ascension sociale. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ou c'est moins le cas. Donc premier type de réflexion, les rapports de chacun au travail. L'entreprise est un corps vivant.
Là, c'est une réflexion qui cherche à privilégier le fait, alors je renvoie souvent à une fable de La Fontaine qui s'appelle Les membres et l'estomac. Voilà, les membres et l'estomac, dans cette fable, eh bien, tous les membres ont un rôle à jouer dans le bon fonctionnement de l'organisme. Eh bien, dans l'entreprise, c'est la même chose. Ben, il y a une tête, et puis il y a des bras, et puis il y a le bout du doigt de pied. Là où la situation devient très problématique, c'est quand chacun cherche à jouer le rôle de l'autre. Voilà, ça fonctionnera bien si chacun est à sa place. Ensuite, une intervention sur bien commun et intérêt général. Voilà, on confond souvent les deux. J'aime cette définition du bien commun qui, à la différence de l'intérêt général, consiste à dire le bien commun, c'est ce que l'on peut partager sans le diviser. C'est ce que l'on peut partager sans le diviser. La paix, voilà, la paix, c'est un bien commun. On la partage sans la diviser. Le chef au service du bien commun. Pour nous, nous avons la conviction que tout repose sur le chef, sur la manière dont il fait vivre les règles, comment est-ce que ça se met en place. Et ensuite, la RSE, pourquoi faire ? Donc là, surtout des considérations d'ordre juridique et d'ordre historique sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Qu'est-ce qui la justifie ? Le témoignage dont nous avons parlé sur les handicaps. Et enfin, pour une écologie intégrale, c'est-à-dire pour la prise en compte de l'homme dans sa globalité. Je rappelle l'étymologie de écologie. Oikia en grec, c'est la maison. Logos, c'est la connaissance. L'écologie, ben, c'est la connaissance de ce que l'on appelle aujourd'hui la maison commune. Mais cela vaut pour la planète, mais cela vaut aussi pour l'entreprise. Où est-ce qu'on peut se procurer notre livret bleu? Alors, ce petit livret bleu, pour la modique somme de 10 €, il est disponible sur le site du CE, ce-management.com. Voilà, là, on peut passer commande par Internet. Merci à vous, Jean-Pierre. Et quant à nous, on se retrouve une prochaine fois, notamment pour des Zooms et politique et économie. À bientôt.